Notre premier invité, Arnaud Demorny, pour parler de guerre économique. Comment la gagner? C'est l'école de la guerre économique qui publie cet ouvrage aux éditions du Nouveau Monde. Il y a eu un ouvrage précédent qui était Qui est l'ennemi? Arnaud Demorny, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous êtes responsable du centre de recherche 451 qui fait référence à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que la guerre économique? Je vous remercie de m'avoir invité. Alors la guerre économique, on peut la définir de deux manières, par ses objectifs ou par ses moyens. Donc par ses objectifs, la guerre économique, a pour but l'accroissement de richesse, l'accaparement, la prise de contrôle, la capture et en fait le développement, l'augmentation de la puissance par l'économie. Ça, c'est l'objectif de la guerre économique. Ces moyens, en fait, c'est tout moyen, légaux, illégaux, sales, voire très sales. Vous le dites, alors dans ce livre, on apprend quand même que l'État français, à une certaine époque, avait une idée de la souveraineté, de la projection de puissance. Il y a eu le plan calcul dans les années 50-60, le projet ensuite nucléaire, qui fait qu'on a un parc nucléaire et l'arme nucléaire. Et puis petit à petit, on voit que tout ça se délite, qu'il n'y a plus de suivi. Est-ce que la France a complètement laissé de côté cette guerre économique et si c'est le cas, pourquoi? Alors la France, si on parle de la France, c'est au sens des décideurs politiques ou des hauts responsables politico-administratifs, eh bien majoritairement oui, parce qu'en fait la notion de guerre économique, même si on en perçoit les conséquences et les manifestations physiques, on a pu voir les pénuries sur les masques, enfin ce genre de choses. D'un point de vue conceptuel, c'est tout à fait orthogonal, ça va à l'encontre du concept libéral qui dit que, en fait, le commerce, ça apporte la paix et la prospérité. Et donc, cette théorie du doux commerce de Montesquieu, en fait, est devenu fertile dans les esprits de nos décideurs politiques. Et donc, à partir du moment où on leur dit « mais non, mais en fait, l'économie, c'est essentiellement un champ de bataille, il y a des conflits, non pas juste pour gagner des marchés, mais pour créer des dépendances, pour prendre le contrôle, pour pouvoir conditionner les capacités de décision des pays ou des entreprises, eh bien, c'est tellement étranger à leur culture qu'ils ne l'acceptent pas. Il y a un déni total. Du reste, dans les services de l'État, on parle davantage, majoritairement de sécurité économique il n'y a que récemment, dans certains services, où ils revendiquent l'existence d'une guerre économique. Mais est-ce que c'est pas la philosophie même de l'Union européenne, finalement, de faire croire que le marché commun, la concurrence, le commerce serait l'alpha et l'oméga, et qu'il ne faut pas, justement, protéger des champions nationaux, avoir des secteurs qui seraient exempts de cette concurrence, comme l'énergie, par exemple? Est-ce que c'est pas justement à ce moment-là, quand l'Union européenne prend cette importance dans la décision publique, qu'on en arrive à laisser tomber, finalement, la stratégie de planification et de guerre économique en France? La présidente de la Commission européenne, dans son discours de l'Union, qui est une pâle copie du discours de l'Union du président des États-Unis au Congrès, en fait, a dit à la mi-septembre que les entreprises européennes aimaient la concurrence, je cite, et sous-entendant, les entreprises européennes sont compétitives, elles gagnent des marchés, etc. Donc en fait, la philosophie de l'Union européenne est double, c'est-à-dire depuis l'acte unique de 1986, c'est les 4 libertés, liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Donc c'est l'institutionnalisation du libre marché. Mais ça, c'était au départ parmi les partenaires, les membres de la CE, puis de l'Union. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une extension du domaine du marché, puisqu'il y a la multiplication des contrats de libre-échange avec des partenaires tiers. Donc si nos auditeurs pensent que l'Union européenne protège les entreprises européennes des concurrents internationaux, c'est faux, puisque en fait, elle les met sur le même niveau de compétition que la Chine, l'Indonésie, le Canada, le Japon ou les États-Unis. C'est comme on entend cette formule répétée à l'envi par le président Emmanuel Macron, la souveraineté européenne. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un leurre ou un oxymore?
Alors il y a deux manières d'aborder la chose. D'un point de vue économique, parler de souveraineté européenne, c'est totalement évacuer le fait que des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, françaises ont des intérêts concurrents, qu'elles sont compétitrices sur éventuellement les mêmes marchés. Et donc parler de souveraineté européenne, ça signifierait, il y a un implicite qui est qu'il y aurait une sorte d'intérêt commun des entreprises au sein de l'Union européenne. Ouais. Bon, 50% de notre déficit commercial, c'est intra-européen. C'est dans le cadre du marché commun. Le deuxième aspect, c'est la souveraineté au sens capacité à se donner ses propres règles. Donc ça fait référence à l'autonomie, au sens grec du terme, autonomos, je me donne mes propres règles. Est-ce que l'Union européenne est en capacité de se donner ses propres règles ? On peut en douter, considérant que pour bénéficier de gaz américain, on n'agit pas, par exemple, en Arménie, ou que pour bénéficier d'accès à un certain nombre de marchés, donc par exemple le modèle de développement économique des Pays-Bas, c'est d'être le cheval de Troie de la Chine, c'est-à-dire qu'ils importent des produits chinois et ils les revendent dans le marché intérieur. Donc ce sont deux exemples qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de désir d'autonomie, et donc s'il n'y a pas de désir d'autonomie, il n'y a pas de souveraineté. Troisième aspect, c'est la souveraineté. Ouais. Dans la conception républicaine et sociale qui est la mienne, jaurétienne, la souveraineté, c'est le lieu de la démocratie et c'est le lieu du choix du souverain populaire, le peuple politique. Il n'y a pas de peuple politique européen, il n'y a pas de langue commune européenne, il n'y a pas de débat commun sérieux des populations européennes sur leur intérêt général. On leur demande plus leur avis. Et donc, dans ces trois dimensions, il n'y a pas de souveraineté européenne. Du reste, je pense que seul le président Macron utilise, et ses amis utilisent l'expression. Oui, c'est bien le seul. Il y a aussi une vraie question sur cette guerre économique, c'est l'influence des États-Unis, par exemple, sur la formation des leaders, le programme des Young Leaders de la Franco-American Foundation, mais aussi la formation de nos élites à être systématiquement avoir une vision atlantiste du monde. On a vu la façon dont Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN, dont Giscard a été un des premiers aussi à finalement laisser tomber toute cette politique de planification. Est-ce qu'il n'y a pas là une guerre de toute façon perdue, guerre culturelle, parce que l'ami américain est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de faire une guerre économique, elle est déjà gagnée en Europe? Alors, je vous répondrai deux choses. La première, c'est que les seules guerres dont on est sûr de perdre, c'est celles qu'on ne mène pas. Et donc, il est vrai que nos amis américains ont mené des stratégies d'influence et de cadrage de nos modes de pensée, et cela dès le plan Marshall. Donc au départ, c'était dans le cadre de la guerre froide, pour éviter que les pays de l'Europe ne deviennent communistes soviétiques. Mais à partir de 1990 et la fin de la guerre froide, les Américains ont fait le choix, c'est tout à fait public ce que je vais vous dire, de réorienter l'essentiel de leurs activités de renseignement et de services secrets dans le cadre de la guerre économique. Et donc cette hégémonie culturelle qu'ils ont réussi à instaurer de la logique de démocratie libérale face au totalitarisme soviétique, eh bien, ils ont continué à la développer, mais sur les logiques de libre marché et d'accession, en fait, aux esprits. Du reste, le fait que dans l'Union européenne, il n'y ait plus 27 législations différentes, il n'y ait plus 27 systèmes de normes différents, mais il n'y en ait plus qu'un, en fait, ça facilite l'entrée sur un marché. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore plus insidieux quand une firme américaine de conseil comme McKinsey devient le principal conseiller des pouvoirs publics? On l'a vu pendant la crise Covid, mais aussi sur plein d'autres sujets. Est-ce que là, c'est pas directement un cheval de Troie, une façon de faire en sorte que l'État français soit inopérant, ou du moins prenne des décisions qui soient dans l'intérêt d'autres pays comme les États-Unis? On n'en a pas la preuve ni les documents matériels. Simplement, on pourrait dire, considérant que les Américains ont un sens du patriotisme très accentué, que peut-être culturellement, ils défendent les intérêts de leur pays.
Ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. On peut voir qu'un certain nombre de Français qui deviennent fonctionnaires internationaux prennent plus à cœur de défendre les intérêts de leur organisation internationale que de leur pays d'origine. On voit ça dans l'Union européenne, mais on voit ça dans toutes les organisations internationales. FMI, la Banque centrale, etc. Ouais. Donc ça, c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée. Après, on peut effectivement constater qu'un certain nombre de conseils ou de décisions vont plutôt dans le sens des intérêts américains. Mais je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas de preuves matérielles. Enfin, on a concrètes. quand même, alors sans parler de McKinsey, mais le scandale Alstom, par exemple. Là, c'est clairement une erreur stratégique, on va le dire, qui coûte cher aujourd'hui, d'avoir vendu Alstom à General Electric. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là à ce degré d'aveuglement ou d'amateurisme ? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il y a à la fois une stratégie donc de guerre économique, c'est-à-dire d'accroissement de la puissance par l'économie des États-Unis et de General Electric sur l'acquisition de savoir-faire et la mise sous dépendance de la France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Alstom se fait racheter par une entreprise américaine qui est soumise au droit américain, c'est-à-dire qui a l'obligation de donner accès aux services américains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à toutes les informations, toutes les données. Et donc ça veut dire que, en fait, une fois que General Electric a pris le contrôle d'Alstom, l'État américain a accès à toutes les données d'Alstom. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, eh bien, c'est les règles dites ITAR, c'est-à-dire que les Américains se sont donné le droit d'empêcher l'utilisation de certaines technologies à des pays tiers, parce que cette technologie est américaine. Et donc, il y a cet hiver, on a pu lire des articles de presse nous indiquant que les États-Unis avaient menacé la France de couper certaines centrales. Donc l'économie, c'est aussi un levier de pression. Ça, c'est le côté américain. Il y a un côté français. Le côté français, comme dit Régis Debray, nous sommes devenus des galoricains, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décideurs qui considèrent que comme les Américains nous protègent militairement, ce sont nos amis sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique guerre et paix qui n'est plus la réalité de ce que l'on peut analyser. On est passé de la logique guerre paix à un nouveau type de logique qui est les logiques de compétition, de concurrence et d'affrontement. On y reviendra peut-être si vous voulez tout à l'heure. Et donc, ils considèrent que nos grands frères américains sont nos amis, quels que soient les sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut quand même pas oublier que General Electric a versé plus de 120 millions d'euros à tous les cabinets de conseil, cabinets d'avocats, etc., de la place de Paris afin qu'ils convainquent un certain nombre de décideurs de l'intérêt du rachat. Il y a eu des pressions juridiques puisque M. Pierucci a été envoyé en prison, que des discussions avec M. Cron ont été faites en lui disant grosso modo ce qui arrive à Pierucci va vous arriver, donc si vous ne devenez pas notre ami et notre allié, plus on lui a promis un parachute, 12 millions d'euros si ma mémoire est bonne, donc M. Cron pour son intérêt personnel. Ça, il faut lâcher. Et il a trahi en réalité l'intérêt de la France. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais on reviendra sur ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème fondamental, en fait, de formation des élites, comme ils s'auto-appellent, que ce soit à l'ENA, à Sciences Politiques, en fait, où les gens ne sont pas formés à la guerre économique, tout simplement? Alors, ils ne sont pas formés à la guerre économique parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'histoire. C'est-à-dire que la guerre économique, c'est un processus anthropologique. C'est-à-dire que, je vous rappelle un adage du médiéval qui était « il n'est de bonne fortune que gagner à la pointe de l'épée ». C'est-à-dire que l'économie, c'est violent, ce sont des rapports de force, ce sont des confrontations, ce sont des logiques d'intérêt majeures. Voilà. Et donc, s'ils ne sont pas sensibles à ça, si on leur explique pas quels sont les processus et quels sont les moyens de lutter et de gagner, eh bien à ce moment-là, on perd les combats. Eh bien, pour qu'ils se forment, je leur recommande et je vous recommande de lire Guerre économique, comment gagner aux éditions du Nouveau Monde de l'école de guerre économique. Arnaud de Morny, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On reparlera bien sûr de ces sujets qui sont extrêmement importants. Il est possible de gagner, ça il faut que tout le monde le sache. On va gagner et on se retrouve dans un instant pour